Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur le Mug. Nous sommes le mardi 20 septembre déjà et c'est donc le Mug. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes levés du bon pied ce matin. Moi ça va, j'ai plutôt la pêche, des articles intéressants, une bonne compagnie dans la chatroom. D'ailleurs on va dire un petit peu bonjour et merci d'ailleurs à Yves Castel pour ton soutien, un grand merci à toi. J'ai rapproché le micro, je vais le manger si je le rapproche plus. Je l'ai vu, mais là, ouais, je vais vraiment le manger, quoi. Euh, Bonjour à tous, salut Oleg, salut Poppy, salut Pierre-Neve, salut Technisavoir, salut Gécard, salut Samuel évidemment, salut Locan, un grand merci à Locan d'ailleurs pour son abonnement, un grand merci pour ton soutien. Salut Nico, salut Deloutatim, salut Unvoot, salut Sandokan, salut Caro, salut Liti Shlopa, salut Eliav, bonjour Marion et la Naotech Team, bonjour à vous, salut Barbichou. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a déjà du monde là, ça fait plaisir. Salut Nasty Willy Pouf, salut Salsa Bunny, salut Caradoc. Ça fait plaisir de te revoir. Et bien écoute, ça fait plaisir aussi de te voir, Caradoc. Je sais que ça. Enfin, je me rappelle de ton pseudo comme un des fidèles du chat. Salut Mancia, salut Jonathan. Salut Labrique, salut Olivier SG. Un grand merci Labrique qui a pris un abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Donc voilà. Donc ce matin, on va faire un petit mug parce qu'il se trouve que j'ai un rendez-vous à 9h30, donc il faut vraiment que je sois pile poil chez moi de retour. Donc il va falloir que je fasse la transition entre le studio et l'appartement pour retourner travailler. Donc ça sera potentiellement un petit peu plus court que d'habitude, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même des news qui valent le coup ce matin. On va prendre le temps d'en débriefer. On fera peut-être un cornfac si on a le temps. Voilà. Ok, 9h fin d'émission. Alors, peut-être pas grand max 9h, 9h10. Voilà, on va se dire ça et je courrai. Donc voilà. Du coup, de quoi va-t-on parler ce matin? Je vous propose qu'on fasse le petit sommaire. Alors, on va parler de chaussures qui ont été faites à partir d'émissions de carbone. Non, c'est pas une blague. Moi, j'ai haussé les sourcils quand j'ai vu la news. J'y croyais pas trop. Je fais, mais c'est quoi ce délire? Et oui, une chaussure qui a été faite à partir d'émissions de carbone. Donc là, on est vraiment dans plutôt comment détourner la pollution pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc je trouve ça assez cool pour le coup. Ensuite on parlera d'un documentaire que j'ai regardé hier qui est sorti plutôt en février il me semble, en février de cette année, qui s'appelle Ma femme a du crédit. Et en fait il va suivre pendant un an le quotidien d'un couple et surtout de la femme du journaliste qui a fait ce documentaire qui vit à Shanghai, de mémoire c'est Shanghai. J'ai un doute, je ne sais plus si c'est Shanghai ou Pékin, mais qui vit en Chine en tout cas, et qui a donc du coup ce fameux score social attribué par le gouvernement chinois, auquel ils vont ajouter et enlever des points en fonction des habitudes de consommation et de comportement du citoyen en question. Donc on verra un petit peu les pratiques, qu'est-ce que ça implique, et le documentaire je trouvé particulièrement intéressant, donc du coup je voulais un petit peu vous le présenter ce matin. On parlera aussi de YouTube qui fâche les internautes et notamment qui teste de passer toutes les pubs avant la vidéo et de moins les espacer pendant la vidéo, puisqu'en fait, je sais pas vous, mais vous vous rappelez peut-être qu'on râlait un petit peu d'avoir des pubs qui interrompaient le programme sur YouTube, mais du coup, c'est quoi l'alternative? C'est potentiellement d'avoir toutes les pubs avant de commencer un contenu, ce qui peut être assez problématique, et là, c'est ce qu'on a pu voir justement avec le test que YouTube a fait. Ensuite, on parlera d'Apple et on terminera avec Apple aujourd'hui. On a plusieurs petites news. Déjà, pas une très bonne nouvelle, on va dire, hein, puisque
que Apple va augmenter ses prix sur le prix des applications dans l'App Store. Alors ça, c'est la suite logique des augmentations de prix, notamment on a vu en termes de hardware avec les iPhones, etc., qui ont été annoncés. En fait, ça suit la tendance avec l'inflation, les monnaies qui deviennent plus faibles par rapport au dollar, etc. Et donc, du coup, on va avoir des prix qui vont augmenter. On a également des petits retours d'Apple concernant les bugs que l'iPhone 14 pouvait avoir, avec notamment un bug sur la caméra de l'iPhone 14 Pro qui a tendance à bouger quand on ouvre des applications tierces qui vont utiliser les caméras de l'iPhone. Alors, je ne sais pas si ça concerne en tout cas tous les modèles d'iPhone 14 Pro, ou en tout cas toutes les unités, ou si c'est de temps en temps. Mais en tout cas, Apple a trouvé une manière de le fixer via une mise à jour software. Elle devrait arriver cette semaine. Et puis, on terminera avec une bonne nouvelle communiquée par iFixit avec un iPhone 14, pas 14 Pro cette fois-ci, mais un iPhone 14 qui, a priori, s'il n'y a pas grand-chose de nouveau sur l'iPhone 14, l'intérieur de l'iPhone est plutôt bien redesigné, complètement redesigné, puisqu'il est beaucoup plus facile à réparer et on en parlera justement pour terminer l'émission. Voilà un petit peu le programme. J'espère qu'il vous plaît. Comme d'habitude, j'en ai pas d'autres. Je ne prévois pas de programme alternatif. Et je vous propose de commencer tout simplement avec le Kawa. Alors, j'avais pas vu, mais Wendigo, l'iPhone twerk, c'est exactement ça. J'aime beaucoup ce que tu proposes pour surnommer l'iPhone avec la caméra qui bouge là sur les côtés. Donc, c'est pas mal l'iPhone twerk comme surnom. Bien trouvé. Du coup, je vous propose de commencer avec la première news. La première news, on va parler de ces fameuses chaussures faites à partir d'émissions de carbone. Et non, c'est pas une blague, ça existe, ou en tout cas c'est prévu pour exister. Il y a un prototype qui a été produit comme ça, et en fait c'est la marque On Running qui le propose. C'est une marque suisse qui est spécialisée du coup dans les chaussures et dans les plus précisément dans les baskets, on va dire ça comme ça. Et donc du coup ils ont présenté récemment, à la mi-septembre, leur nouveau modèle qui s'appelle la Cloud Prime, qui est donc un modèle inédit, tout nouveau, fait donc à partir d'émissions de carbone. Alors, comment c'est possible concrètement ? Alors, ils disent que c'est justement une technologie qu'ils ont brevetée, qui s'appelle LanzaTech, et qui utilise un procédé de capture de monoxyde de carbone émis par les usines industrielles. Par exemple, les aciéries, c'est un type d'usine industrielle. Et du coup, qui va permettre de récupérer du coup ce monoxyde de carbone avant qu'il ne soit rejeté dans l'atmosphère. Donc c'est pas mal parce que ça va capturer justement le monoxyde de carbone pour éviter de contribuer du coup au réchauffement climatique. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que ces émissions sont capturées ? Ils vont utiliser un processus de fermentation qui est du coup c'est le fameux processus breveté ici. Qu'est-ce qui se passe ? C'est grâce à des bactéries qui ont été spécialement sélectionnées et qui sont déjà présentes dans la nature, le gaz riche en carbone va fermenter naturellement et va être converti en éthanol. Ensuite, ce qui se passe, c'est on va avoir un processus de fermentation qui se compare, c'est assez rigolo, au brassage de la bière, par exemple. Et bon, une fois qu'on atterrit à l'éthanol, à la substance d'éthanol, il va être ensuite déshydraté. Donc là, c'est géré par un partenaire de On Running. Et ensuite polymérisé pour prendre une forme solide. Et là, c'est ce qu'on appelle le EVA, qui s'appelle éthylène vinyle acétate. Et donc, ça donne en fait des petits granules de plastique qui, là, vont pouvoir être manipulés pour pouvoir concevoir la fameuse chaussure. Donc voilà, et donc ça permet d'avoir des types de baskets qui vont être conçus à partir de cette mousse performante. Du coup, je vais vous montrer quand même un petit peu à quoi elle ressemble cette basket, parce qu'on pourrait se dire elle est super moche, non ? Faite avec du monoxyde de carbone, ou en tout cas avec des émissions de carbone.
on se dit elle va être dégueulasse. Bah en fait, elle est plutôt sexy. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom. Moi, je la trouve plutôt sexy. Voilà, avec une semelle qui a l'air de bien amortir les chocs. Un petit dégradé coloré qui est pas dégueu, hein, plutôt en tendance en ce moment, parce que c'est vrai que les dégradés comme ça, c'est assez hype, on va dire ça comme ça. Vous avez la petite information sur le côté de la chaussure Made from Carbon Emissions. Comme ça, vous pouvez vous vanter que vous avez fait une action pour la planète. Et voilà, ouais, non, franchement, je les trouve plutôt réussis en termes de look. Moi, en tout cas, elles me plaisent pas mal. Est-ce que j'ai une photo qui montre le devant? Ah, je peux vous montrer un petit peu le devant de la chaussure, là où il y a les lacets. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'elle a l'air d'avoir un système de lacets assez... Enfin, remarque, soit c'est parce qu'on voit pas les lacets, soit c'est des espèces d'élastiques. Je dis ça parce que ça me fait penser un peu à la marque Tropic Feel. Et donc, vous pouvez voir un petit peu la languette qui joue d'ailleurs avec la notion de carbon emissions, avec cette espèce de petit rendu. Ça fait un peu terrazzo foncé, on va dire ça comme ça. Mais en fait, c'est joli. C'est bien foutu, bien rendu, je trouve. En tout cas, je trouve qu'en termes de design, en termes de look, elle donne plutôt envie. Vous en pensez quoi, vous, dans la chatroom? Alors, il y a Technisavoir qui s'interroge sur la durabilité de ce matériau. Écoute, les composés comme ça de éthylène vinylacétate, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Et je crois que c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas. Mais bon, j'ai pas testé par moi-même, ou en tout cas, je ne suis pas sûre. Mais je pense que voilà, ils ont quand même testé la durabilité. Hein. Alors, le bilan carbone est positif, Pierre Neve, c'est difficile de savoir parce qu'en fait, pour pouvoir réutiliser du coup les émissions de carbone, il y a tout un tas d'étapes de traitement des émissions de carbone pour qu'ils puissent être réutilisés pour la conception de ces chaussures. Donc en fait, c'est pas juste simplement en se disant on capture des émissions de carbone et du coup c'est positif. Il faut faire le calcul de tout ça quoi en termes d'opération. Donc ça. Voilà, est-ce que le procédé de fabrication pollue? C'est ça la bonne question. Et là, j'ai pas d'informations détaillées, en tout cas, à vous donner là-dessus. Mais je trouve ça intéressant comme démarche. Néo nous dit, je connaissais pas ce modèle, mais cette marque est super renommée alors que c'est une start-up. Super renommée dans le monde du running. Moi, ça me donne envie de tester, hein, honnêtement. Hein. Ça me donne envie de tester. Il y a YamTK qui disait justement, je voulais m'acheter des OnCloud, je vais regarder ça de près. Alors, justement, tu me dis combien elle coûte, j'ai manqué le début, etc. Eh bien, tout simplement, on n'a pas l'information encore pour l'instant, pas de date de sortie. La marque travaille pour l'instant à rendre ce procédé innovant adapté à une production de masse, ou en tout cas à une production de plus grande échelle. Avant même de dire de masse, c'est à une production de plus grande échelle. Donc pour l'instant, c'est plutôt un prototype. Ils ont réussi à prouver le concept et à faire un modèle performant, a priori, qui passerait des tests et qui serait utilisable pour des fonctionnalités de running. Mais il faut encore pouvoir... on appelle ça scaler en anglais, mais pouvoir atteindre une manière de produire ces chaussures qui soit compatible avec la production à grande échelle. Donc à suivre, mais en tout cas, moi je suis quand même bien hypée de les voir arriver sur le marché, quoi. Parfait pour prendre mon pied. Oleg nous dit, toujours avec son humour caustique, tant qu'elle est toujours assemblable par des exploités en Asie du Sud-Est et qu'elle vient pas péter le business, tout va bien. Malheureusement, c'est la réalité pas mal pas mal de ce type de business, en effet. Voilà. Si c'est comme les trucs en bambou ou en ananas qui sont très polluants à faire, ça ne m'intéresse pas trop. Ah, merci Claricule, t'as l'air de t'y connaître pas mal sur le sujet, ça m'intéresse. Parce que du coup, c'est vrai que moi je regardais, je voyais pas mal de choses qui étaient, enfin de vêtements, de prêt-à-porter qui étaient faites à partir de bambou. Mais si tu me dis en effet que le procédé est assez polluant, c'est assez intéressant à savoir. C'est vrai que c'est pas évident de se renseigner sur quel type de procédé est plus ou moins polluant que d'autres. Si d'ailleurs vous avez un site internet de référence pour se renseigner là-dessus, n'hésitez pas à le partager dans la chatroom.
j'essaierai de le retrouver ou je demanderai à la team hôtesse de me sortir le lien pour que je puisse le mettre dans mes favoris. Falcobule, il dit perso, moi je suis pas super confiant de porter un truc toute la journée provenant de déchets carbone. Ouais, alors pour que ça arrive sur le marché, il faut que ça soit approuvé quand même. Donc ils mettront pas quelque chose qui va mettre en danger ta santé, hein. Il y a eu un grand traitement derrière, donc ça va pas apporter atteinte à ta santé. Geekophone nous dit qu'il y a un un documentaire Arte qui parle justement de la production avec le bambou. Super intéressant. Merci beaucoup. Bon à savoir. Très bon à savoir. Donc voilà. En tout cas, vous êtes au courant, vous avez maintenant ce fameux modèle qui s'appelle donc la Cloud Prime, je rappelle, qui n'est donc pas encore pour l'instant disponible à l'achat et on n'a même pas encore de date de sortie, mais qui ouvre la voie finalement vers ce type de prêt-à-porter qui va pouvoir réutiliser ou en tout cas capturer des émissions de carbone pour pouvoir les réutiliser de manière intelligente et contribuer à ralentir potentiellement le réchauffement climatique. Après, ça sera peut-être à petite échelle. Ça sera intéressant de comprendre un peu plus l'impact environnemental et de prendre en compte à la fois le traitement de ce type de substances aussi. Je regarde un grand merci à Strophanthus, Nodule et je crois que la Briche s'est déjà remerciée, mais merci, un grand merci à Strophanthus et Nodule 59 pour vos soutiens. Un grand merci à vous. On continue du coup avec la prochaine news et donc c'est le documentaire dont je voulais vous parler. Voilà, on parlait du documentaire Arte sur justement la production de bambou. Là, on va parler d'un autre documentaire. Le documentaire en question s'appelle Ma femme a du crédit. Il est disponible sur Prime Video, mais il est également disponible gratuitement sur la chaîne parlementaire sur YouTube. Donc vraiment facilement accessible si ça vous intéresse comme sujet et que vous souhaitez le regarder. Il dure un peu moins d'1 heure, dans les 50 minutes à peu près. Et en fait, qu'est-ce qui raconte ce documentaire ? Eh bien, tout simplement, vous allez suivre le quotidien d'un journaliste et plus spécifiquement sa femme. Le documentaire est fait par ce journaliste qui s'appelle Sébastien Lebelzik et qui est donc marié à une Chinoise et qui vivent tous les deux du coup en Chine. Ce journaliste s'est mis en tête de filmer en fait pendant 1 an et de suivre pendant 1 an sa femme et notamment ses habitudes de consommation et notamment ses actes de citoyenne, son comportement de citoyenne, pour voir comment ça allait impacter ou non le score social. Méthode de notation de comportement des citoyens en Chine, qui a été mis en place du coup en 2014. À l'époque, ce score social, donc déjà 2014, ça fait presque 10 ans qu'il a été mis en place. Je trouve ça énorme. Il a été donc instauré en 2014. Il avait été annoncé à l'époque dans le cadre d'un plan stipulant que c'était pour l'accélération de la construction du système de crédit social. Et donc, c'est une base importante pour la mise en œuvre complète du concept de développement technologique et la construction d'une société harmonieuse. Ce genre de phrase est super flippante, mais voilà, c'est pour vraiment atteindre une société harmonieuse et conditionner les comportements de la société. Et au lieu finalement d'avoir les forces de l'ordre ou des amendes qui vont sanctionner, on va utiliser ce score social pour pouvoir sanctionner ou récompenser les citoyens en fonction de leur comportement. Voilà, donc du coup, comment ça se passe ? Ça se passe par de la surveillance de masse. Voilà, donc ça va se passer par notamment traquer tout ce qui est activité et achat, que ce soit en ligne mais en boutique, traquer les déplacements, comment les personnes se déplacent également, traquer la consommation, parce que du coup, on va savoir si la personne a acheté du thé ou a acheté du soda et potentiellement on peut la pénaliser si elle a acheté du soda et on peut la récompenser si elle a plutôt acheté du thé ou potentiellement entre 2 types d'eau, on va la récompenser si elle achète une eau moins chère versus une eau plus chère parce que ça va montrer qu'elle a qu'elle va économiser et faire attention à son budget. Par exemple, on va utiliser des caméras
qui sont disséminés un peu partout dans les villes chinoises. Et pour exemple, parmi les 20 villes qui comptent le plus de caméras au monde, 18 sont chinoises. Et par exemple, à Shanghai, on en dénombre par exemple une pour 9 habitants. Une caméra pour 9 habitants. Je crois que dans le documentaire, ils disaient autre chose. Et je crois que c'est pour ça qu'ils habitaient à Pékin. Mais j'ai un petit doute. Mais dans le documentaire, je me rappelle que le journaliste disait qu'il y a une caméra pour tous les 2 habitants. Imaginez un peu ça en termes de mappage de la ville avec ces caméras. Ça veut dire que ça devient très, très, très difficile de se déplacer en évitant ces caméras. D'ailleurs, il montrait dans le documentaire un artiste qui avait tenté de faire ça, c'est-à-dire de faire un parcours de 1 kilomètre en évitant de rentrer dans l'angle de ces caméras. Et ça leur avait pris 2 heures pour essayer de faire tout un parcours. Et avant ça, il y avait toute une recherche et presque de l'ingénierie pour calculer exactement le parcours, à quel moment il fallait se baisser, par où il fallait passer, etc., pour éviter à tout prix les angles des caméras. Donc c'est pour vous dire un petit peu le degré de mappage un petit peu de certaines villes chinoises. Pour exemple, la ville de Nice, qui est la plus équipée en France, elle compte une caméra pour 130 habitants. Voilà. Donc ça vous donne un petit ordre d'idée là-dessus. Et donc du coup, ces caméras, à quoi potentiellement elles peuvent servir ? Eh ben, on a un exemple qui est montré d'ailleurs dans le documentaire, c'est que par exemple, lors d'un passage au feu rouge, lorsque vous êtes piéton et que vous voulez traverser sur le passage piéton, si par exemple vous traversez alors que le feu est rouge pour vous, vous avez des écrans géants qui sont en face, qui sont au carrefour, et qui vont du coup vous filmer et vous faire un gros plan sur vous pour montrer que vous traversez au moment du feu rouge. C'est du public shaming. Donc de vous mettre un petit peu la honte en public et vous afficher et en plus cette donnée a priori sera réutilisée pour faire baisser votre score social, vous sanctionner sur le fait que vous avez fait une incivilité ici sur le sol chinois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu voilà, on est vraiment dans 1984 d'Orwell, même ce qu'il n'aurait pas forcément imaginé à l'époque. On est vraiment dans cette perspective-là ici, hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce score social ? Parce que vous allez me dire, c'est un score parmi tant d'autres, mais l'important, c'est est-ce qu'il est utilisé et à quelle fin ? Alors, à quelle fin ? Là, on a un exemple. On a notamment la notion de citoyens de seconde zone. Les citoyens de seconde zone, c'est les personnes qui ont un score en dessous de la barre des 350 points, sachant que le score, il est basé sur de 0 à 950. Alors déjà, quand tu dis que tu bases un score sur 950 au lieu de 1000 points, tu te compliques la vie pour pas grand-chose, hein. Je comprends pas. Mais bon, bref. Là, c'est un score basé sur 950. Pourquoi pas 1000 ? Juste. Mais bon, c'est pas grave. C'est un détail. Donc voilà, vous avez un score basé sur un score total de 950. Les citoyens de seconde zone sont ceux en dessous de 350 points. Et qu'est-ce qui se passe quand on est donc relégué en citoyen de seconde zone ? Eh bien, vous allez avoir l'accès à des services publics qui vont être entravés. Voilà, notamment, vous ne serez pas favorisé, notamment pour l'admission à l'hôpital. Vous allez payer potentiellement plein pot pour les transports, etc., etc. Et donc, les autres types de citoyens, les bons élèves, eux, vont avoir des accès privilégiés. Par exemple, donc l'inverse, ils vont avoir une admission à l'hôpital sans verser de caution, donc un meilleur accès et plus facile accès aux soins. C'est quand même assez grave, hein, quand même, comme conclusion ici. Les tickets d'entrée gratuits dans des parcs, vous allez avoir des réductions de tarifs pour les transports en commun, etc. Donc voilà, on peut aller quand même très très loin. Il y avait notamment aussi des notions que pour des demandes de visa, vous n'allez pas être exempté de faire des demandes de visa, mais par exemple, on ne vous demandera pas certains documents. Donc du coup, ça sera facilité, ces demandes de visa, etc. Donc c'est quand même un peu flippant. Exemple, bateau, on pourrait sanctionner des citoyens qui fument. On peut aller très vite, hein. Si on sanctionne des citoyens qui boivent du soda, on peut également sanctionner des citoyens qui vont fumer. Vous imaginez en plus si on réduit ou on complique l'accès aux soins. Bref. Voilà, donc en termes d'éthique ici, il y a
plein d'implications qui sont très très dangereuses et qui sont très très problématiques d'un point de vue éthique évidemment. Et puis après évidemment tout ça c'est de la collecte de masse de données qui ont été grandement facilitées aussi avec la pandémie, hein, puisqu'avec la pandémie ils ont mis des systèmes de QR code qui permettaient de traquer les déplacements de la population, et c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous rendiez sur un lieu, il fallait scanner le QR code dans le lieu, ça vous rappelle peut-être quelque chose parce qu'on avait des systèmes similaires en France, et donc du coup de pouvoir savoir exactement où les personnes se rendent quand et pouvoir traquer les déplacements. Donc tout ça, évidemment, ça pose un petit peu la question de, à chaque fois qu'on va agir et qu'on va prendre une décision, que ce soit consciemment décidé ou juste un réflexe, finalement vous allez être amené à réfléchir à chacune de vos actions et à agir en fonction de ce score, et donc ça va formater complètement votre comportement, ce qui est un petit peu quand même flippant. Et en fait on peut se dire que le but des règlements c'est de formater justement notre comportement, mais en fait on a des limites par rapport à ça avec la liberté individuelle. Et l'égalité aussi de chacun. On a des principes fondamentaux comme l'accès aux soins qui doit être permis pour chacun et égal pour chacun, qui là sont grandement menacés potentiellement. Donc je lis un petit peu vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est bien d'accord que c'est un système qui est en place actuellement. Tout à fait, Patanouk. Hein. C'est pas dans le futur ici. C'est quelque chose que vit au quotidien les Chinois. Et c'est ce que montre le documentaire. Hein. Je vous dis, ce système de score social a été lancé en 2014. Il a été instauré en 2014. Alors peut-être qu'il n'a pas démarré en 2014 pile poil parce qu'il fallait la mise en place du système. Mais en tout cas, il a été approuvé à cette époque et là, c'est en place. Alors, je regarde un peu ce que vous en dites. D'un autre côté, chez nous, pour l'hôpital, le score social est remplacé par la carte d'assurance. Alors là, Nîmes Daron, je dirais attention à ce genre de propos. Hein. C'est-à-dire que quand tu n'as pas les moyens, tu as un statut spécial. Tu as un statut spécial qui s'appelle... j'ai plus les termes. Mais quand tu n'as pas les moyens de pouvoir avoir des soins, tu rentres dans une catégorie qui fait que tu as des soins de base garantis. Et moi, pour avoir vu des proches bénéficier de ce statut, notamment un proche qui était atteint de cancer, cette personne a bénéficié des meilleurs soins possibles, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été discriminée, les médecins ne se sont pas posé la question de c'était quoi les revenus et sa capacité à payer, et on va choisir le soin en fonction, parce que c'est interdit en France, et donc elle a bénéficié des meilleurs soins de cette personne, alors qu'elle était en stade terminal de cancer. Et on pourrait même se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant pour des personnes qui sont en stade terminal ? Bah oui, parce qu'en fait ça fait partie de l'éthique des médecins et du corps médical aujourd'hui. Donc non, attention hein, à ce genre de propos. On a beaucoup de chance en France. Hein. Le statut CMU, exactement. Merci dans la chatroom, Matt Gammon et Villa Dallé pour votre aide. Tout à fait, le statut CMU. Donc attention. Hein. Deloutatim qui nous dit franchement je trouve que c'est horrible d'être noté tout le temps, ça ressemble de plus en plus à une société de zombies. C'est un peu exactement ce que dit la femme du journaliste à la fin du documentaire. On voit un petit peu son avis changer en début de documentaire où elle se dit non mais c'est génial, j'ai le droit à des fonctionnalités super sympas, je peux payer avec juste un scan de ma tête, etc., ce qui facilite les paiements, etc. Donc au quotidien ça simplifie la vie. Mais finalement, qu'est-ce que ça sous-entend ? C'est une surveillance de masse et un formatage des comportements. Et à la fin, elle dit notamment, alors que je vous retrouve la citation, tout ce qu'on fait, tout ce dont on discute, à chaque fois, il faut se demander si on va avoir un point en moins ou en gagner. Ils sont en train de nous manger le cerveau en nous formatant comme des robots. Donc elle utilise la métaphore des robots plutôt que des zombies, mais c'est tout à fait... en relation avec ce que tu disais. Je lis un peu vos commentaires.
Il y a même l'AME pour ceux qui n'auraient pas d'assurance santé tout court. Oui, oui, non, nous, on a un système et une protection sociale très, très importante et c'est un pilier de notre société en France, hein. Voilà. Donc, c'est quelque chose dont moi, je suis assez fière et dont je suis fière de payer des impôts. Après, il y a plein de choses qu'on pourrait critiquer, mais là-dessus, de se dire que quoi qu'il arrive, on aurait accès aux soins, c'est très, très important. Tout à fait, le serment d'Hippocrate dit que le médecin soigne sans condition, ouais. Mais c'est ça, Philrine, tu nous dis Big Brother is watching you. On est vraiment un petit peu cette dérive ici, clairement. Jérôme qui nous dit on oublie vite la chance énorme qu'on a avec le système français. Il devrait y avoir des statuts avec la carte vitale. Bah, en parlant de statut avec la carte vitale, rappelez-vous un petit peu l'événement de Reddit mince, comment ça s'appelait, la map où chacun pouvait, la Pixel War, où chacun pouvait mettre les pixels. Et en France, c'était la communauté qui avait participé, s'était posé la question de qu'est-ce qui représente la France. Donc évidemment, il y avait la Tour Eiffel, il y avait des Zinedine Zidane, etc. Mais à un moment donné, il y a même eu la carte vitale. Et c'est pas, comment dire, ironique. C'est vrai que c'est un fondement. La carte vitale symbolise aussi l'accès aux soins universels. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment le documentaire super intéressant parce que vous voyez vraiment comment ça se passe et qu'est-ce qui va influer les actions. Vous le voyez un petit peu au quotidien avec cette personne. Alors j'ai trouvé un petit peu le documentaire un peu sensationnaliste avec des musiques angoissantes, etc. etc. Mais si vous arrivez à passer un petit peu au-delà du traitement du documentaire, il reste très intéressant pour voir un petit peu ce qui se passe concrètement. Il est relativement court, donc si vous voulez voir avec vos propres yeux un petit peu ce qui se passe, ce documentaire est une bonne plongée finalement dans le quotidien de quelqu'un qui vit en Chine et qui donc est soumis à ce score social. Donc vraiment, je vous encourage à aller le voir. Pour rappel, donc il est disponible sur Amazon Prime Video, mais pour ceux qui n'ont pas Amazon Prime Video, il est également disponible sur YouTube gratuitement via la chaîne parlementaire. Vous tapez le titre du documentaire « Ma femme a du crédit ». Le journaliste, c'est Sébastien Lebelzik et vous allez très facilement tomber sur le documentaire. Voilà en tout cas pour cette news. Je vous propose de passer à la news suivante et du coup je vous disais que le documentaire était disponible sur YouTube. On va continuer justement avec YouTube qu'est-ce qui se passe du côté de YouTube? Eh ben ça grogne pour changer puisque ça varie pas mal. Ça grogne, pourquoi? Eh ben tout simplement depuis quelques jours pas mal d'internautes donc se sont plaints et se sont plaints de manière publique, notamment sur Twitter, tout simplement parce qu'ils ont eu une très mauvaise expérience sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bloqués lorsqu'ils ont voulu visionner tout simplement une vidéo sur YouTube. Ils ont été bloqués avec entre 5 et 10 publicités obligatoires avant de pouvoir commencer à regarder la vidéo qu'ils essaient de regarder. Donc là... Voilà, pour rappel, aujourd'hui, on a environ maximum 2 publicités obligatoires avant d'accéder à un contenu vidéo sur YouTube. Et ce n'est pas toutes les vidéos qui sont bloquées par 2 pubs obligatoires, mais c'est à peu près la moyenne. Et donc là, YouTube était en train de tester justement, au lieu de mettre un peu de pub au début, un peu de pub à différents endroits de la vidéo en elle-même et donc du coup d'espacer les espaces publicitaires, et ben en fait ils ont testé de tout rassembler au début pour potentiellement laisser tranquille ensuite la personne qui regarde la vidéo et ne pas interrompre son visionnage. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont les gens se plaignaient, de se dire je ne peux pas regarder un reportage ou une vidéo sans être interrompu, c'est pénible, c'est désagréable, etc. Et c'est vrai qu'à première vue, on aura envie de pouvoir profiter d'un contenu sans interruption. Le problème, c'est qu'en mettant tous les formats publicitaires avant la vidéo, ça fait vraiment une barrière au contenu qui est quand même énorme, alors que vous ne savez même pas si la vidéo va être suffisamment intéressante. Et finalement, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en les espaçant, les vidéos, vous n'allez pas forcément avoir le même nombre de visionneurs qui vont voir les formats publicitaires, c'est-à-dire
avant de regarder une vidéo, vous aurez potentiellement 100% des personnes qui va voir la première publicité, potentiellement 90 qui vont se dire « Ah non, ça me saoule, ça vaut pas la peine » et donc du coup qui vont pas voir la seconde vidéo qui bloque l'accès, la seconde pub qui bloque l'accès à la vidéo puisqu'ils sont pas assez motivés. Et puis après, ils vont commencer le début de la vidéo, ils vont potentiellement partir. Donc on aura peut-être 70 ou 50% des visionneurs qui vont voir le format qui interrompt dans la vidéo elle-même. Donc vous voyez que finalement, ici YouTube dit et s'exprimer sur le sujet, on testait justement de pouvoir avoir toutes les pubs avant pour améliorer l'expérience des téléspectateurs. Non, en fait, c'est pour garantir un meilleur visionnage ou un plus grand visionnage des pubs. Voilà, donc c'est donnant-donnant. En fait, il faut trouver un équilibre entre générer suffisamment de revenus et sans impacter trop négativement l'expérience des viewers, des visionneurs sur la plateforme. Donc là, autant vous dire que les gens ont été assez vocaux sur Twitter, hein. Voilà, je peux vous montrer un petit peu les réactions. On a notamment, il peut y avoir 40 millions de pubs avant ou pendant une vidéo. Je ne prendrai pas leur merde de YouTube Premium. Donc, il y en a, ils se disent, c'est un espèce de forcing pour prendre l'abonnement YouTube Premium. J'avoue qu'ils sont particulièrement insistants quand même, c'est assez désagréable. Vous avez des alternatives pour éviter les pubs potentiellement, ou voilà, des personnes qui se plaignent et YouTube qui essaye de s'expliquer. Voilà. Donc, est-ce que vous, dans la chatroom, vous avez été dans le test de ces fameuses 5 à 10 formats vidéo qui bloquent l'accès? A priori, ils sont revenus en arrière, parce que le retour sur Twitter, ou en tout cas la communauté de visionneurs, s'est pas mal exprimé. Don Noir nous dit « J'ai pris YouTube Premium en Argentine ». Donc voilà, c'est au moins t'es tranquille. J'ai tendance à couper le son quand il y a des pubs, mais de pubs, souvent je passe sur mon smartphone à faire autre chose, voire j'éteins. Moi, ce qui me tue, c'est les pubs avant la fin de la vidéo. Tu crois qu'elle continue la vidéo après, mais non, c'est juste une pub après pour rien. Oh my god, devoir payer pour un divertissement, c'est impensable. Oui, Anneli Eric. On arrive aussi sur la problématique de monétisation des contenus de divertissement où on l'a eu tellement longtemps gratuit que du coup maintenant on n'accepte pas finalement que ça devienne payant. On l'a pris un peu pour argent comptant finalement. Flonfon qui nous dit « Les pubs m'ont fait prendre Premium, j'en pouvais plus ». Moi, j'ai pas encore craqué, mais en même temps, je n'utilise pas assez YouTube pour craquer. Et en fait, mon plus gros usage finalement de YouTube, c'est pour suivre les nouvelles sorties musique, les clips, etc. Et en fait, quand la vidéo est en embed dans un site internet, je crois que tu n'as pas la pub. Il n'y a que quand tu pars sur la plateforme YouTube. Et donc finalement, comme la plupart du temps, je crois que j'arrive à les regarder en embed, ça me fait pas perdre suffisamment de temps pour justifier encore que je passe à Premium. C'est pour ça. Il y a pas mal de personnes qui sont passées à... J'ai la tasse qui est trempée. Je pense qu'il y a une fuite. Bref. Ma pauvre petite tasse trop mignonne. Du mug. Mais oui, elle est trempée. Mais ouais, vous êtes pas mal, j'ai l'impression, à être passé sur YouTube Premium dans la chatroom. Il baisserait un peu le prix en enlevant YouTube Music, qui est pourri. Je le prendrais peut-être. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra. Oui, pas de pub en embed car l'annonceur ne veut pas que sa pub soit n'importe où. Ouais. Oui, c'est un bon point. C'est un bon point, Claricule. Merci beaucoup pour ton commentaire. Simple question, il est à combien l'abonnement premium? Alors là, je ne l'ai pas en tête le prix, mais je suis sûre que la chatroom pourra te répondre. Trop de temps de pas perdu. Ouais. Mais oui, non, mais c'est vraiment une question de est-ce que vous y trouvez suffisamment de valeur de pouvoir avoir cet abonnement premium versus le prix que ça représente. C'est tout ça. Donc certains vont dire oui, certains vont dire non. Ouais, franchement, c'est très personnel comme choix et c'est lié à votre usage.
tout à fait. On nous dit, en termes de prix, 12 ou 13 euros par mois. 12,99 € à peu près. Alors évidemment, en fonction des pays, il n'y aura pas les mêmes prix d'appliquer, attention. Mais voilà. Donc voilà pour YouTube. Comme ça, vous êtes prévenus en tout cas. Et autre nouvelle qui va vous faire grincer des dents du coup dans la chatroom, c'est notre augmentation de prix. Enfin là, on parlait pas d'augmentation de prix, mais on parlait d'augmentation de format publicitaire. Mais là, c'est Apple. Apple qui va de sa propre augmentation ici, puisqu'ils ont prévu... Ah mon Dieu, désolée, je me bats avec les pubs là sur le site. Voilà. Et donc, du coup, c'est Apple qui va de sa propre augmentation. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être la Suisse. Non, pas la Suisse, pardon. La Suède. Désolée. J'ai confondu en anglais. La Suède, le Japon, la Corée du Sud, le Chili, l'Égypte, la Malaisie, le Pakistan et le Vietnam, ainsi que tous les pays qui utilisent la monnaie de l'euro, donc on est concerné, qui vont voir leur prix augmenter à partir du 5 octobre prochain. Donc ça arrive très 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 vite. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas vu le mois de septembre passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le temps c'est compressé. Mais voilà, donc le 5 octobre prochain, les prix sur l'App Store vont augmenter. Pourquoi ? C'est assez logique comme augmentation, ça ne veut pas dire que ça nous fait plaisir, mais c'est assez logique, tout simplement parce que le dollar est bien trop fort par rapport à d'autres monnaies, incluant l'euro, voilà, et notamment par rapport au yen également. Hein, le yen au Japon a perdu 30% de sa valeur, ou en tout cas... voilà, les prix au Japon ont augmenté de 30% parce que lui, la valeur du yen a baissé dramatiquement cette année. Et c'est un peu malheureusement le même constat pour l'euro, peut-être pas aussi dramatique, je n'ai pas les analyses précises ici, mais l'euro malheureusement s'échange à presque la égalité avec le dollar, et ça ne montre pas de signe de ralentissement ici, donc c'est pas très très bon pour nous. Dans ce cas-là, puisque ça veut dire que du coup, pour avoir la même marge, Apple va devoir augmenter ses prix ici. Donc du coup, c'est un petit peu inévitable, même si ça fait pas plaisir. Et donc du coup, voilà, ça va évidemment impacter les développeurs d'applications parce qu'ils vont voir leur prix d'application augmenter alors qu'ils n'ont pas forcément décidé. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir, c'est que les prix d'application de manière générale, ont eu tendance à augmenter au cours de cette année, hein, puisque les prix moyens des achats in-app ont augmenté d'environ 40% en juillet par rapport au même mois en 2021. Donc la tendance était déjà à l'augmentation, selon une étude de Apptopia. Mais voilà, là ici, ça va être carrément une augmentation, pas à l'initiative des développeurs d'applications, mais carrément à l'initiative d'Apple. Qu'est-ce que ça veut dire pour les développeurs ? C'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux, parce que ça veut dire que les gens vont être potentiellement plus hésitants à acheter les applications, à faire des achats in-app, parce que du coup, le montant sera plus important, qu'on est dans un climat économique pas super bon et que les gens vont se serrer la ceinture. Et un des premiers postes potentiellement où ils vont se serrer la ceinture, c'est sur des achats in-app, etc. Peut-être, hein, j'en sais rien, c'est une hypothèse que je formule. Donc voilà, donc potentiellement ça va impacter le revenu. Alors ça peut soit augmenter les revenus parce que mécaniquement le prix des achats in-app vont augmenter, ou ça peut aussi baisser parce que les gens vont plus se questionner ou se poser la question. Donc ça, voilà, il y a potentiellement deux directions, et ça sera peut-être pas noir ou blanc aussi, hein, en fonction de ce qui se passe, et peut-être en fonction des pays. La bonne nouvelle ici, à la fois pour les développeurs d'applications et à la fois pour les utilisateurs, c'est que les abonnés existants du service ne vont pas potentiellement voir l'augmentation de prix de leur abonnement, ils vont pouvoir rester au même prix. Donc ça sera potentiellement un critère que les développeurs pourront choisir ou pas.
Voilà, donc je pense que Apple va faire très attention en termes de communication auprès des développeurs de toute façon. Et on sent que de toute façon, Apple aussi est impacté par le climat économique actuel. Ils ont déjà communiqué sur le fait qu'ils planifiaient de ralentir un petit peu le recrutement, mais également les dépenses pour certaines équipes en 2023. Ça suit un petit peu tous les mouvements des entreprises à l'heure actuelle qui prennent en compte le climat économique et qui vont un petit peu se serrer la ceinture, en tout cas revoir un petit peu leurs objectifs pour limiter les dépenses. Regardez un petit peu, c'était Snap avec Zenly, etc., etc. Donc c'est pas étonnant. Alors, on peut reprocher à Apple, évidemment, d'augmenter les prix, mais Apple a toujours été fidèle à la marge qu'il voulait se faire. Et donc, du coup, en tant que business, ils se disent, si on arrive à faire cette marge aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la conserver demain. Et donc voilà, c'est un choix de business. C'est une entreprise dont le but, c'est un business, c'est de faire une rentrée d'argent. Cette rentrée d'argent et cette marge, elle permet aussi de financer la recherche et développement. Vous réjouissez. Certains se réjouissent du Dynamic Island, mais en fait, vous pouvez dire, il n'y avait peut-être pas forcément besoin du Dynamic Island, et donc je ne cautionne pas la recherche et développement d'Apple. Mais en fait, il y en a plein qui vont se dire, ah mais j'adore le Dynamic Island, et du coup, j'ai trop envie de m'acheter l'iPhone 14 Pro parce qu'il est uniquement disponible là. Du coup, voilà. Ça finance l'innovation aussi, pas que évidemment, mais voilà, c'est une partie. Donc c'est pas juste le grand méchant Apple. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'infos sur le Play Store, Wendigo. La question est, est-ce que quand la tendance euro-dollar s'inverse, est-ce que les prix vont diminuer? Ça reste à voir. Pour l'instant, ça va pas du tout dans cette direction-là. Mais ça serait intéressant de suivre ça. À voir. Voilà pour cette news, je vous propose de continuer. Là, on va partir plutôt sur des bonnes nouvelles où Apple va faire des efforts. Alors, je ne sais pas si vous avez été impacté dans la chatroom, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Il y a certaines... Alors... Ça concerne les modèles d'iPhone 14 Pro. Donc évidemment, c'est ceux qui ont déjà fait le choix d'acheter l'iPhone 14 Pro et qui l'ont déjà reçu. Voilà. Et qui ont eu le temps de tester. Donc, s'il y en a d'entre vous dans la chatroom qui sont victimes de ce problème, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Il paraîtrait que sur certains modèles d'iPhone 14 Pro d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro, c'est marrant, il y a un petit bug dans l'article. Je pense iPhone 14 Pro Max, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Il y a un bug qui est en train de se passer, c'est notamment sur la caméra et un des objectifs photo. Quand vous ouvrez une application tierce comme Snapchat et TikTok, vous allez avoir la caméra qui va se mettre à bouger, mais vraiment bouger. Ça fait même un bruit assez désagréable et du coup, ça va impacter la qualité de l'image, etc. Je vais vous montrer un petit peu la vidéo. Ici, je ne vais pas mettre le son, mais je vais vous montrer un petit peu le rendu. Mais voilà, ça fait ça. C'est super bizarre. Ça rend ça. Donc, du coup, c'est assez étrange. Certains modèles sont impactés par ça. Ce qui est assez aussi étrange, c'est que l'application native de l'Apple Camera n'est pas impactée. Mais voilà, il y a ce bug qui existe. Alors évidemment, tout le monde a un peu paniqué en se disant « Ah, c'est un problème hardware, va falloir renvoyer les unités, etc. etc. » A priori, Apple a trouvé, donc bonne nouvelle, Apple a trouvé un fixe qui est software, et ils ont dit que le fixe serait déployé cette semaine, donc il arrive très très prochainement, donc vous avez juste un petit peu à patienter, et pendant que vous patientez, si vous êtes victime de ce bug, surtout ne le faites pas. C'est-à-dire n'utilisez pas ces applications tierces et essayez de limiter au maximum de déclencher ce bug, parce que potentiellement vous pourriez causer des dommages irréparables sur le hardware ici de votre iPhone. Donc faites attention à ça, mais au moins vous êtes prévenus, et la bonne nouvelle, c'est que le patch arrive et il est software, donc quand même beaucoup plus facile à résoudre. Alors est-ce qu'il y en a qui ont été impactés
dans la chatroom, je regarde un petit peu vos commentaires. Hop. C'est un nouvel effet wave, ouais. Ou twerk, comme nous disait Wendigo. Oui, c'est la stabilisation qui bug, ouais, tout à fait. C'est le système de stabilisation, c'est le firmware qui contrôle le système de stabilisation optique de l'image et des optiques qui bug, tout simplement. J'aime bien l'autorisation. J'aime bien cette émission. C'était ma première fois. Je reviendrai avec plaisir. Bah, écoute, un grand plaisir, The Lannister Off. Un grand plaisir de t'avoir eu parmi nous. C'est cool. On est là tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi. Moi, j'ai fait plus simple. J'ai pas d'iPhone, donc je suis pas impactée. Oui, non, c'est sûr que c'est simple. C'est radical même. Bon, j'ai l'impression que personne d'entre vous est impacté, donc c'est plutôt bien. Très bien, et c'est tant mieux. Et puis, on termine du coup avec le dernier article du jour, qui est une autre bonne nouvelle pour les possesseurs d'iPhone 14 cette fois-ci. Et c'est iFixit qui nous l'a partagé. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous êtes un petit peu curieux d'en savoir un peu plus et de voir un petit peu comment ils ont pu démonter l'iPhone 14. Alors là, on parle de l'iPhone 14. Je ne parle même pas de l'iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max. Je pense qu'ils vont de toute façon le décortiquer et on en saura plus très très prochainement. Mais en tout cas, ici, il y a une première vidéo d'iFixit. Et notamment le CEO d'iFixit, Kyle Waynes, qui montre lui-même justement les avancées et vraiment le redesign complet de l'intérieur de l'iPhone 14. Alors longtemps iFixit avait, et pas que iFixit, mais tous les organismes de réparation et de même de durabilité des appareils qu'on peut avoir, avaient critiqué Apple sur le fait du mauvais niveau de réparabilité de leurs appareils et notamment des iPhones parce que la colle était tellement forte que même avec la chaleur c'était pas possible de décoller que c'était très très délicat de remplacer notamment le dos en verre des iPhones. C'était très très compliqué, voire impossible de le remplacer sans devoir briser et ensuite aspirer les débris, la poussière, etc. Ce qui rendait évidemment l'opération très hasardeuse. Et ici, justement, ça a été complètement repensé. Donc il y a en effet l'iPhone 14 Pro, on peut lui reprocher beaucoup de choses, comme pas forcément être très très innovant et être très intéressant par rapport à l'iPhone 13, à ceci près que le niveau de réparabilité est bien meilleur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est assez cohérent avec la démarche et l'annonce d'Apple qui avait annoncé l'année dernière qu'ils allaient se mettre à vendre des morceaux ou des pièces de rechange de leurs devices, de leurs appareils, des outils également et des manuels pour laisser les gens pouvoir réparer leurs propres appareils et leurs propres téléphones. Donc c'était un changement majeur de politique par rapport à la réparabilité des appareils Apple. Et donc du coup, très logiquement, ils se sont attelés du coup à revoir la conception de l'iPhone et des agencements des différents composants à l'intérieur pour faciliter du coup la réparabilité. Et donc par exemple, il nous explique dans la vidéo qu'aujourd'hui, en dévissant deux petites vis qui tiennent l'écran, il est facile de l'enlever, alors qu'avant c'était quand même une grosse prise de tête, et la même chose pour le dos. Mais c'est pas aussi simple que ça n'y paraît, parce que vous allez me dire, ça leur demandait peut-être pas beaucoup d'efforts d'améliorer la réparabilité. Là, c'est là où justement il explique, non, c'est vraiment une prouesse d'ingénierie ici d'avoir réussi à faire ça, parce que les iPhones sont quand même réputés pour leur solidité, et il faut pouvoir conserver ça tout en rendant la réparabilité meilleure, ce qui est franchement pas facile à faire. Il faut pouvoir gérer la répartition des chocs à travers le device pour mitiger l'impact sur les composants et notamment sur l'écran, etc., et sur la façade. Et notamment, on avait le pourtour
le cercle en métal autour de l'iPhone qui permettait de faire ça. Et donc, du coup, là, il fallait repenser tout en garantissant la solidité de l'iPhone. Donc, on aura peut-être des études ensuite et certainement des vidéos de personnes qui vont laisser tomber leur iPhone 14 de je ne sais pas combien de mètres pour tester justement la solidité. Mais en tout cas, la grande avancée ici, c'est la réparabilité. Alors, tout n'est pas parfait encore, mais on est sur la bonne voie. Donc c'est plutôt encourageant ici et très chouette à voir. La vidéo est vraiment bien foutue. Je vous encourage à la voir. Et comme quoi, ils ont peut-être limité les innovations sur l'iPhone 14, mais en tout cas, plus facile à réparer. C'est vraiment un atout assez sympa. Et d'ailleurs, Arthur nous rappelle la note qu'iFixit a donnée pour l'iPhone 14. Elle est quand même de 7 sur 10, ce qui est quand même plutôt un très bon score quand même, hein. Donc là, il y a eu quand même un changement radical. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi soudainement Apple a changé leur politique en termes de réparabilité de leur device? C'est quoi leur intérêt? Parce qu'en fait, du coup, tout le monde a critiqué l'iPhone 14 en se disant, bon, il est un peu chiant, ça vaut pas la peine, il faut rester sur l'iPhone 13, etc. Mais en fait, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'ont fait non plus, c'est que tout simplement, ils faisaient face à d'énormes pressions, hein. Des pressions à la fois des investisseurs, des consommateurs évidemment, mais également du gouvernement Biden. Et notamment, on avait Biden qui avait soutenu un ordre exécutif pour le droit à la réparabilité, ou le droit à la réparation, voilà, qui est passé plus tôt cette année. Et notamment qui a ordonné à la FTC d'ouvrir des investigations pour mener des enquêtes et évaluer la bonne foi, la mauvaise foi peut-être de certaines boîtes quand ils concevaient leurs appareils. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant ici, comme quoi ça marque une étape ici dans la conception des appareils Apple et on peut espérer qu'ils vont continuer sur cette lancée et que ça va venir sur des appareils qui sont plus conscients de leur impact environnemental, des consommateurs plus conscients aussi qu'ils peuvent conserver leur appareil plus d'1 an, ce qui est déjà un petit peu le cas. On a les usages qui ont changé, mais que les iPhones, ils fonctionnent très bien, même au bout de 3, 4 ans, 5 ans, etc. Donc voilà, plutôt positif, et je trouve que ça valait la peine quand même de le mentionner ce matin. Alors, je lis un peu vos commentaires dans la chatroom. Vendre des pièces et un kit, ouais, ils vont aller dans cette direction. Alors, vu le prix du bestiau, j'irai pas forcément m'amuser à le faire tomber de X mètres. T'inquiète, hein, les youtubeurs qui font ce type de vidéos, c'est parce qu'ils savent qu'ils rentabilisent. Ils rentabilisent à la fois le prix de l'iPhone qu'ils ont cassé et à la fois potentiellement s'en acheter un nouveau et à la fois d'avoir du revenu. Oui, Yushinaka, très très bon point. Tu mentionnes qu'il faut juste qu'Apple arrête de demander une activation logicielle pour changer les pièces, genre le verre arrière, etc. Et ça ira mieux. Tout à fait, ça a été mentionné d'ailleurs par iFixit que c'est un peu le problème, c'est l'activation logicielle. Je lis un peu vos commentaires. Plus facile de réparer soi-même, moins de personnes au SAV, pas besoin de conserver autant de personnel. Donc bon pour Apple, peut-être, je ne sais pas. Ouais, potentiellement. Puis c'est également aussi faire plaisir aux réparateurs et potentiellement aux accessoiristes qui vont potentiellement être mécontents quand le Lightning sera mis aux oubliettes et qui vont devoir repasser sur peut-être de l'USB-C et qui vont devoir repenser tous leurs accessoires et potentiellement rendre plus difficile au niveau de la concurrence sur les accessoires. À voir. Il y a plein d'hypothèses possibles. C'est important de pouvoir changer sa batterie. Perso, en février, une nouvelle batterie et mon smartphone de 3 ans repart pour une seconde vie. Tout à fait, Wendigo. Et donc là, c'est pour ça que c'est vraiment important et vraiment bien qu'on puisse aller dans cette direction. Tout à fait. Donc voilà pour la bonne nouvelle. C'est la fin des articles tech ce matin. Je vous propose de passer tranquillement au petit cornfac parce qu'on a encore un peu de temps.
Et voilà, j'espère que l'émission vous a plu. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Et du coup, je vais en profiter pour rester 5 minutes avec vous pour discuter, répondre à vos questions, qu'elles aient un rapport avec les articles du jour ou même pas du tout. Donc, allez-y, shootez vos questions. Ça m'intéresse. En attendant, je vais en profiter pour remercier quand même les gens qui nous ont soutenus ce matin, parce que je suis un petit peu en retard. Donc un grand merci à Robin Nerzek 21 pour ton soutien, un soutien très fidèle, 24 mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Un grand merci également à Noco de Creuse pour ton abonnement. Un grand merci à Tiblasseur, 20 mois, pas toujours en phase avec vous, mais je ne me vois pas me réveiller autrement qu'avec vous. Même hospitalisé comme la semaine dernière, vous m'avez accompagné. Bah écoute, Tiblasseur, c'est un plaisir. Et en effet, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la discussion et comprendre aussi votre perspective à vous dans la chatroom. C'est super intéressant pour nous. Et puis j'espère aussi que tu vas te remettre très rapidement de ton hospitalisation. Un grand merci à Equinof pour ton soutien. Un grand merci à Don Noir, Chibieru également pour vos soutiens respectifs. Un grand merci à vous. Du coup, je vois un petit peu vos commentaires. Je regarde. Personnellement, je préfère le faire chez Apple pour que ça soit assuré vu le prix du téléphone. Arturito, en fait, tu vas avoir des constructeurs tiers quand même qui vont pouvoir, ou des réparateurs tiers qui vont pouvoir bénéficier quand même de l'aval d'Apple. Donc voilà, il y a une différence aussi entre le faire obligatoirement chez Apple, avoir l'option d'aller chez un réparateur agréé et potentiellement le faire aussi chez toi. Donc tu auras l'option. Donc avoir le choix, c'est quand même pas mal. Que penses-tu du rachat de Figma ? Vous me lancez sur ce sujet. Super, super intéressant. Figma, je connais très bien, puisqu'en fait, c'est le logiciel principal que j'utilise, pour être honnête, pour faire mon travail chez Alan. C'est même moi qui ai suggéré, parce qu'on travaillait sur Sketch avant 2020. On travaillait sur Sketch, qui est un concurrent de Figma. Et je me rappelle, décembre 2019 et janvier 2020, j'avais justement testé Figma et on avait évalué avec l'équipe est-ce que ça valait la peine de changer pour Figma, est-ce que c'était le bon moment, etc., pour pouvoir travailler de manière plus collaborative en bénéficiant justement des modifications synchronisées dans le cloud, etc. Et on était passé à Figma en février 2020. Je vous raconte pas le timing de folie avant le confinement, quoi. Donc Figma, outil que moi j'aime beaucoup, super performant. Alors d'abord, ce que j'apprécie, c'est l'aspect itératif. Ils itèrent quand même relativement rapidement sur leur logiciel, vraiment à l'écoute de leurs utilisateurs, donc des designers produits. UI, UX. Ils ont une formule gratuite, c'est-à-dire c'est pas comme Adobe où vous avez 30 jours gratuits et après vous êtes bloqué. C'est qu'il y a quand même une formule gratuite sur Figma si vous voulez travailler sur un projet. Donc c'est vraiment, vraiment bien et accessible quand même aux gens. Voilà. Et donc, du coup, ça se pose des questions avec ce rachat. Alors, le rachat, difficile de refuser un rachat à 20 milliards. Franchement, moi, je comprends l'équipe de Figma. Et surtout, cette valorisation, c'est énorme. Il faut quand même le réaliser. Mais après, ce qu'il faut savoir avec Figma, c'est qu'ils ont démontré d'abord qu'ils étaient capables d'avoir des abonnements, une croissance très importante avec Figma. Ils ont également démontré qu'ils étaient capables de sortir un nouveau logiciel qui s'appelle FigJam, qui est là pour du brainstorming à distance, donc vraiment qui est arrivé à point nommé pour le confinement, là aussi timing de folie des équipes de Figma, et qui en fait a permis à des équipes, et pas que des designers, parce que Figma c'est vraiment quand même spécifique designer, mais FigJam c'est par des
des product managers, des ops, enfin des personnes qui sont dans les opérations, même chez nous, tout corps de métier peut utiliser FigJam. Et beaucoup de personnes en dehors des designers utilisent FigJam. Évidemment, les user researchers également. Donc c'est ça qui est assez impressionnant. Et ils ont sorti le logiciel assez, avec peu de fonctionnalités. Il y a 1 an à peu près, il me semble. Et donc, il était gratuit. Et après, ils ont préparé un petit peu au passage payant. Et franchement, la stratégie a été super bien gérée. En tout cas, moi, de ma perspective, voilà, on est passé d'une formule gratuite à formule payante, mine de rien, à 5 € par siège, par mois. Ça fait une belle croissance pour Figma. Hein. Donc moi, je comprends vraiment pourquoi ils étaient très courtisés par Adobe. Et honnêtement, pourquoi ? Parce que nous, en tant que designer, on utilisait de moins en moins Photoshop, parce qu'en tant que product designer, en fait, Photoshop, c'est vraiment limité à la retouche d'image. Illustrator, alors oui, important pour des illustrations, pour des icônes, un travail d'icône plus précis, etc. Mais c'était de plus en plus menacé quand même par Figma. Et donc, ça devenait de plus en plus difficile de justifier un abonnement à Adobe Creative Cloud. Alors, même s'ils disent que pour l'instant, Figma ne sera pas inclus dans l'abonnement, évidemment qu'à terme, à un moment donné, ils vont l'intégrer, quoi. Et d'ailleurs, ils ont même envoyé un email à leurs clients Adobe XD alors Adobe XD, qui est le concurrent direct de Figma pour ce type de tâches, product design. Et qui, comme quoi ils allaient réduire les investissements sur Adobe XD, qu'ils allaient continuer à supporter le logiciel, mais qu'ils allaient réduire les investissements. Donc, tu sens quand même le vent tourner ici. Et difficile, d'ailleurs, pour les équipes Adobe XD. Moi, je les avais rencontrés quand le produit était en phase de développement et qui s'appelait Comet. Voilà, c'était un grand temps. Mais écoute, du coup... d'un côté, on est un peu triste parce que c'était un outil indépendant, Figma, qu'ils avaient un cycle d'itération rapide, qu'ils avaient une formule gratuite, etc. On se demande un peu dans quelle mesure ils vont rester vrais à leur ADN. Mais écoute, on avait un peu les mêmes frayeurs avec GitHub, par exemple, lors du rachat par Microsoft. Donc, et pour l'instant, rien n'a vraiment changé. Donc, écoute, au lieu de se stresser pour rien, j'ai envie de te dire d'un point de vue stratégique, ça fait sens, à la fois pour Figma et à la fois pour Adobe. Maintenant, il faut voir si l'achat va être validé, parce qu'en termes de monopole, on va voir si c'est validé, et potentiellement, on ne va pas avoir de changement avant 1 an, parce que le temps que ça soit analysé, etc., enfin, je pense qu'on a un peu le temps, et on verra, on verra. Donc voilà, mon avis, c'est j'essaye d'être sereine. Voilà, ça sert à rien de se stresser et de se monter la tête pour rien pour l'instant. Utilisant Figma vraiment intensivement, je ne peux toujours pas me passer d'Illustrator quoi qu'il en soit. Je pense que ça dépend, c'était UI, plutôt UI, en effet, Illustrator reste quand même très très important. Mais moi, étant product finalement et qu'on est déjà un design system, finalement, j'arrive à faire la majorité des choses sur Figma. J'utilise quand même Photoshop et Illustrator, mais ponctuellement. Voilà. Bon, il est du coup 9h08. Figma, finalement, c'était le sujet que j'en ai profité. Alors, Figma, à quoi ça ressemble ? Alors, attends. Je te montre ça et ensuite, je vous dis au revoir à la chatroom. Hop, je vous montre un petit peu. Alors, je suis pas loguée sur mon compte Figma, mais je peux au moins vous montrer le site internet. Donc ça, c'est le site internet de Figma. Et vous voyez un petit peu l'interface ici. Voilà. Très schématiquement. Et c'est une interface vraiment bien pensée. Là, c'est plutôt FigJam, ici, avec la notion de post-it numérique. Voilà. Hop, create, iterate, repeat. Moi j'adore cet outil, je regrette absolument pas d'avoir bougé. Et peut-être que finalement Sketch va reprendre du poil de la bête en restant l'alternative indépendante. À voir. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Je vous retrouve dans tous les cas la semaine prochaine et on va lancer un petit raid. On va voir qui stream et on va dire, tiens,
tapis peint, ça fait longtemps. On va lancer un petit stream et je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.